Rebonjour, retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette webconférence LSA. La conso s'engage, vous vous engagez, il faut surtout continuer à s'engager. La deuxième thématique, l'accélération du changement au sein de la grande conso entre grands cadres réglementaires et initiatives individuelles. Nous avons 4 intervenants, je suis ravi de les accueillir entre guillemets sur le plateau parce que vous êtes à distance. Virginie Denfer, déléguée générale de la FIS. Bonjour Virginie. Bonjour Yves, bonjour à tout le monde. Mathieu Sautel, R&D Packaging chez Mondelez. Bonjour Mathieu. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Sandrine Blanchemange, directrice pôle alimentation à l'ANIA. Bonjour, bonjour à tous. Et Xavier Blancard, donc directeur marketing chez Henkel. Bonjour. Bonjour Yves, merci de nous accueillir. Et vous voyez, la parité est encore respectée ce matin, c'est parfait. On va diviser cette table ronde en 2 parties. Comme je l'ai dit dans le titre, il y a la partie réglementaire et puis après, il y a ce qui se fait réellement dans les usines et ce qu'on trouve réellement dans les magasins, tous les efforts qui sont réalisés. Et puis je vais en profiter pour une 10 secondes de publicité. Cette semaine, vous allez trouver pour les abonnés de LSA la 3e édition de notre hors-série LSA Green. Encore une fois, 60 pages qui démontrent que tout le monde avance dans le bon sens, ou presque tout le monde on va dire. Et vraiment à lire, à feuilleter, à méditer. Alors, on va commencer sur la partie réglementaire avec Virginie et Sandrine. D'abord, Virginie, je vais commencer avec vous, Virginie Denfer, déléguée générale de la FIS. Quelques mots sur la FIS, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Alors la FIS, c'est la fédération qui représente les produits d'hygiène et d'entretien. Alors que ce soit pour le marché grand public, mais aussi à usage professionnel, c'est-à-dire tous les produits que vous utilisez pour nettoyer et désinfecter les blocs opératoires, les usines agroalimentaires, les commerces, les industries. Voilà, on a 115 adhérents. Le secteur, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 10 000 salariés en France, avec une forte implantation de sites industriels en France. On a à peu près 80 sites de fabrication en France. Sandrine, pour l'ANIA, alors dans le monde de l'agroalimentaire, tout le monde connaît l'ANIA, mais on a également des internautes qui ne sont pas dans le monde de l'agroalimentaire. Quelques mots sur l'ANIA. Oui, bien sûr. Donc l'ANIA représente les industries de l'alimentation. Donc si on regroupe tout, ça représente 32 syndicats métiers, ça veut dire 32 catégories de produits, 15 associations régionales, parce qu'on est répartis sur l'ensemble du territoire, ce qui représente environ 15 000, en tout cas plus de 15 000 entreprises réparties sur tout le territoire français. Alors ce qui est intéressant de noter, et on l'oublie souvent, mais c'est 98% de PME, hein, c'est des petites et moyennes entreprises principalement, réparties sur leur bassin de production, puisque on transforme une bonne partie de 80% de la production agricole française. Donc c'est réparti sur l'ensemble de ce territoire, plus de 15 000 entreprises. Et en termes d'un peu plus chiffré, c'est un secteur de 170 milliards de chiffre d'affaires et plus de 400 000 salariés. Merci de ces explications. Donc, je vais commencer donc avec vous, toutes les deux, sur la partie réglementaire. On est en France. La France adore les lois. On adore superposer les lois. On adore faire des lois. J'ai envie de commencer avec vous, Sandrine, notamment la loi AGEC. Quelques mots sur la loi AGEC. Expliquez-nous. Oui. En fait, donc tout le monde en a entendu parler, hein, parce que c'est donc la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Qui a en fait débuté et qui est la suite en fait d'une feuille de route économie circulaire qui a débuté en 2018. Alors si je rappelle ça, c'est parce qu'en fait ça veut dire que depuis on est dans un contexte de décision, de discussion parlementaire, parce qu'il y a eu cette loi AGEC, ça a été suivi aujourd'hui ça a été suivi par la Convention citoyenne pour le climat,
puis suivi par la loi climat et résilience, donc en fait, qui n'est pas finie, puisqu'on est au dernier moment des discussions aux parlementaires au Sénat aujourd'hui. Donc en fait, ça veut dire que depuis ces dernières années, on est dans un climat de décision, d'échange, de prise de lois très impliquantes pour le secteur. La loi AGEC est très très structurante pour le court terme et long terme pour l'ensemble des secteurs alimentaires et l'ensemble des secteurs, de tout secteur confondu, et Virginie pourra compléter. Et donc, en fait, ce qui met j'oublie le point important, c'est qu'il y a quand même des discordances, même si on parle des mêmes sujets entre AGEC et la loi climat, on est sur des sujets qui peuvent être gérés de manière discordante, avec des décrets, des lois qui peuvent, de la loi climat qui peuvent contredire ce qui avait été pris dans AGEC. Alors, ce contexte comme ça, il est important de l'avoir en tête pour les entreprises parce que ça crée un climat de relative importante incertitude. Or, comme vous le savez, les entreprises ont besoin de visibilité sur le long terme pour mettre en place les investissements nécessaires, les modifications nécessaires. Et là, ces échanges, ces incertitudes sont vraiment très compliquées à gérer pour les entreprises. Et j'ajoute la couche que l'on n'oublie pas, qui est la couche Covid. Parce que c'est tout ça dans un contexte, et je vous rappelle que l'année dernière, et même si on est encore en crise aujourd'hui, et même si on commence à voir le bout du terrain, le bout du tunnel, avec les terrasses qui ouvrent demain, mais on est quand même encore pour les entreprises dans une situation encore de crise, de gestion de crise, avec des problématiques de télétravail, de matières premières, avec des hausses de prix, des pénuries, des problèmes sur l'ensemble des emballages aussi. Donc en fait, cette gestion de la crise Covid extrêmement forte en 2020, qui continue encore, était aussi le climat dans lequel l'ensemble de ces discussions et de ces incertitudes s'est mis en place. Donc on est aujourd'hui, et même si les entreprises partagent et sont vraiment derrière cette loi et l'avaient déjà anticipé parce que plein de choses étaient faites avant, mais vraiment soutiennent et partagent le projet, on est quand même dans une situation très compliquée. Alors après, peut-être sur les grands objectifs, je vais peut-être te laisser la parole, Virginie, si tu peux... Prenez le relais, Virginie, c'est bien. Remettre un peu l'état, mais voilà, je voulais faire un petit point de contexte dans lequel tout ça se passe. Ouais. Alors oui, effectivement, c'est une loi qui est très structurante pour les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elle va donner des objectifs long terme et elle couvre un champ très large. Donc en fait, elle va avoir un impact sur la stratégie produit, la stratégie de distribution des marques et sur l'orientation des investissements et des innovations. Alors, on a identifié 4 enjeux pour les produits à grande consommation. Le premier, c'est la sortie du plastique à usage unique. J'entends un écho, je ne sais pas si vous l'entendez. Non, tout va bien? On ne l'entend pas, mais génial. La régie regarde. S'il y a quelqu'un qui l'entend, c'est bien. Continuez. Donc le premier enjeu, c'est la sortie du plastique à usage unique à horizon 2040, mais avec aussi un objectif très court terme, puisqu'on doit atteindre moins 20% d'ici 2025. Le deuxième grand enjeu, c'est c'est le développement de nouveaux modes de consommation et de distribution, avec le réemploi et le développement du vrac, avec un objectif de réemploi qui paraît faible, mais qui est extrêmement ambitieux, avec 5% d'emballages réemployés mis sur le marché d'ici 2023. C'est demain, 2023, et 10% d'ici 2027. Et un objectif sur le vrac qui est, on y reviendra plus tard, qui est assez ambitieux également. Le troisième grand enjeu, c'est normal pour une loi anti-gaspillage, c'est la lutte contre le gaspillage, avec la poursuite des objectifs de réduction de gaspillage pour l'alimentaire et une nouvelle obligation pour le non-alimentaire, obligation qui est tout à fait légitime. Si les produits sont encore utilisables d'un point de vue sanitaire, il est inacceptable de les détruire. Et puis, quatrième gros enjeu, c'est la transparence, c'est l'information aux consommateurs pour permettre aux consommateurs de choisir ses produits et ses marques à partir d'informations et de critères environnementaux. Donc, c'est la mise en place d'un affichage environnemental et
par exemple l'apposition d'un logo pour accompagner le geste du tri du consommateur. Donc voilà les grands enjeux de cette loi. Et j'aurais envie de dire que les marques n'ont pas attendu en fait cette loi pour mettre en œuvre ces grands enjeux. Pour le secteur de l'entretien, je citerai rapidement 3 exemples. C'est la charte du nettoyage durable qui existe depuis 2005, qui est une initiative volontaire du secteur pour améliorer le profil environnemental des produits à toutes les étapes du cycle de vie, de la conception à l'utilisation et à la fin de vie. C'est une démarche de progrès continu. La charte en est à sa 3e édition avec un renforcement progressif des critères. Et ce qui est important de noter, c'est que la charte est contrôlée par un organisme indépendant. Ce n'est pas les fabricants qui s'auto-congratulent, mais c'est bien contrôlé par un organisme indépendant. Et aujourd'hui, c'est 230 membres, dont certaines enseignes de la distribution, avec, et juste pour donner quelques chiffres pour illustrer, en 15 ans, par tonne de produits fabriqués, il y a une baisse de 40% des émissions de CO2, de 30% de l'énergie consommée et de 35% des emballages consommés. Un deuxième exemple sur la réduction du plastique à usage unique, on peut citer la compaction des lessives, qui est une démarche qui a été initiée en 1997 pour développer des formules plus concentrées qui permettent de réduire la quantité de matières premières, d'emballage, de volume transporté, de CO2. Et en 20 ans, la dose moyenne de lessive est passée de 150 ml à 55 ml, ce qui est tout à fait spectaculaire. Et cette compaction, elle permet d'économiser 240 000 tonnes de plastique chaque année. Donc, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas attendu la loi AGEC pour répondre à ces engagements et que la loi AGEC, elle va permettre d'accélérer. Dernier exemple sur la réduction du gaspillage, les entreprises du secteur d'entretien en fait, n'ont jamais détruit de produits invendus. Depuis très longtemps, ils mènent des programmes de dons, alors soit sur leur territoire, soit avec des associations comme Dons Solidaires ou l'Agence du don en nature. Alors, lorsque je vous écoute, je crois que tout le monde va être d'accord pour dire que la loi, les ambitions sont salutaires, il faut protéger notre environnement, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Ma question, si je veux faire un peu de provocation, c'est est-ce que les personnes qui font les lois comprennent la compétitivité des entreprises, les investissements nécessaires et ont imaginé les coûts qu'il y a derrière ce qu'ils proposent? Lania, qu'en pensez-vous? Donc Sandrine Blanche-Manche. Oui, non, vous n'avez pas échangé les postes. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais des discussions qu'il y avait, c'est que les lois sont quand même concertées avec les acteurs les acteurs économiques, etc. Donc il y a un moment où on exprime ses besoins, on est plus ou moins écouté. Là sur le timing, on a plutôt été moins écouté quand même, il faut le dire. Mais évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un problème d'enjeu, c'est pas un problème de ligne, c'est pas un problème de où on veut aller. On est tous d'accord. C'est le problème plutôt du pas de temps nécessaire. Et vous avez raison de le noter. Il y a quand même des investissements, mais colossaux derrière tout ça. Donc en effet, non, je pense qu'ils ont été probablement très sous-estimés, notamment avec les enjeux court terme et même long terme. Ça paraît très loin, mais ça nécessite vraiment des modifications importantes. Donc malheureusement, non, ces besoins économiques n'ont pas été suffisamment entendus. Je rappelle, nous, on a fait, en tout cas pour le niveau de l'alimentation, on a fait un petit calcul comme ça, une estimation avec les entreprises qui se sont prêtées au jeu et qui on a estimé un peu les coûts inhérents. Alors je rappellerai quand même qu'avant cette loi AGEC, les entreprises ont beaucoup investi déjà parce qu'elles ont pris en compte, les entreprises sont aujourd'hui responsables des emballages ménagers que les consommateurs achètent et puis qu'ils mettent dans la poubelle de tri. Et en fait, toute cette filière, qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs, donc en fait, qui a débuté dans les années 90,
jusqu'à date, c'est 9 milliards uniquement pour les entreprises de l'alimentation, 9 milliards investis dans l'ensemble de ce collecte, filière, etc. Donc, et ça continue évidemment. Si on regarde la loi AGEC, on a estimé les investissements à minima de 4 milliards à peu près pour les grands enjeux, 4 milliards pour uniquement le secteur de l'alimentation. Alors, si on regarde un petit peu les postes, on peut regarder toute la partie réemploi par exemple. Tout à l'heure, Virginie en parlait, on a des objectifs ambitieux de réemploi, mais ça modifie complètement tout. Alors, on parlait des modes de consommation, parce qu'il faut encore que les consommateurs adoptent le fait de ramener l'emballage pour qu'il soit réemployé. Mais en termes de production, ça change complètement tout. C'est-à-dire qu'il faut modifier les lignes de production, il faut acheter des laveuses, faire des nouveaux emballages, enfin tout est à modifier. Et rien que cette partie-là, pour certaines entreprises, c'est 20 millions pour l'entreprise, 20 millions d'euros d'investissement, et c'est à peu près 1,5 milliard à minima pour cette ligne-là. On pourrait prendre d'autres lignes sur l'éco-conception, c'est la même chose, il faut tout modifier, je veux dire, incorporer des matières premières dans un plastique, dans un emballage, c'est remodifier l'ensemble de sa conception, etc. C'est de la R&D à mettre en œuvre, etc. Donc en fait, et j'oublie l'information consommateur, tout à l'heure Virginie en parlait, mais l'information consommateur c'est quoi? C'est des étiquettes sur les emballages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer, et on aura probablement l'occasion d'y venir, parce que là il y a quand même des incohérences encore à gérer pour les entreprises, mais ça veut dire changer l'emballage, mettre une étiquette nouvelle, à quel moment, etc. Donc en fait tout ça c'est des coûts aussi qu'il faut anticiper et qui ont probablement été insuffisamment pris en compte aujourd'hui pour les entreprises, et même si elles font ce qu'elles peuvent et elles y vont, c'est pas la problématique, n'est pas là. Mais on sent bien quand même que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Mais vous parlez des investissements, il y a aussi des dommages collatéraux. Si on va par exemple dans la loi climat et résilience, le vrac, 25% de vrac en magasin, ça veut dire forcément moins de place en magasin, moins de références, et c'est peut-être les PME qui seront mises à mal parce qu'elles auront moins de disponibilité, de visibilité en magasin. Donc il y a aussi des impacts indirects qui pourraient être douloureux pour des entreprises. Virginie, t'allais pas. Pardon, Oui. Je te sentais au point d'avoir je te laisse. Oui, je voulais rebondir sur les dommages collatéraux. Effectivement, c'est un point important pour nous, secteur du DPH. Et c'est un dommage collatéral de la loi Egalim, dont je ne remets absolument pas en cause le bien fondé, mais effectivement, nous, sur le secteur du DPH, on constate un dommage collatéral fort. Les promotions étant encadrées sur l'alimentaire, en fait, on constate une très forte hausse du taux de promotion sur le DPH, alors que ce soit les produits d'entretien ou l'hygiène cosmétique, avec des augmentations très fortes. Juste un chiffre, en 2019, première année de la loi Egalim, le taux de promotion pour les lessives est passé de 34,5% à 40,1% sur un secteur qui était déjà déflationniste depuis plusieurs années. Et il n'est pas rare de voir du moins 60% sur des catalogues. Moins 60% encore, vous n'êtes pas assez généreux. Je suis trop gentil. On voit aussi des grandes marques. Alors tout le monde s'est ému d'une célèbre marque de pâte à tartiner à moins 70%. Nous avons fait mieux avec, en début d'année, du moins 90 ou du moins 80 sur des grandes marques de lessive. C'est une catastrophe, hein. C'est de la destruction de valeur alors qu'on doit investir de façon importante dans l'innovation. Et ça regroupe combien d'usines en France, votre secteur ? C'est 80 usines qui sont implantées en France. Donc alors on n'a pas, effectivement, nous on n'a pas des agriculteurs à protéger, mais on a aussi des emplois salariés à protéger, des territoires. Alors, je vais revenir avec vous à la fin de cette table ronde. Je vais passer à la deuxième séquence parce que je vois le temps qui passe. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu Sautel et à Xavier Blancard. Et alors là, je vais m'amuser à un petit exercice qui n'est pas le mien. On a fait nos courses et Elodie, qui a organisé cette conférence, a fait ses courses. Et je suis venu avec des produits.
Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de montrer des produits. Et puis, vous allez me les commenter et c'est le marketing de la preuve, tout simplement. Vous allez me dire en quoi ces produits, quels ont été les investissements nécessaires. Effectivement, les choses sont en train de changer. Et alors, on va commencer avec quoi? Alors, j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les produits. Si j'ai pas le bon packaging, hein, vous me le dites. Mais je crois qu'on va... Allez, on va commencer avec la lessive. Ah, très bien. Déjà, je vois que vous avez de très bons choix hein, quand vous faites vos courses. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, j'ai vu ce matin que le chat était en tête du petit podium que vous avez fait avec nos confrères de Persil sur le classement de la responsabilité. Et donc, on est très fiers d'être bien classés. Dans le hors-série. Découvrez le classement dans le hors-série. Exactement. Bonne lecture. On est content et c'est vrai qu'on a une responsabilité. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de plastique notamment parce que le plastique est quand même un des enjeux importants. Il y a les formules sur lesquelles on travaille énormément, mais il y a aussi ce dans quoi on met nos formules. Et il ne faut pas oublier que le plastique, si on l'utilise autant que cela, c'est quand même qu'il a de multiples vertus parce qu'il est léger, qu'il se transporte facilement, qu'il garantit une hygiène et c'est important hein, dans les produits d'entretien d'avoir une hygiène parfaite jusque dans votre machine à laver ou jusqu'à votre domicile. Donc il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on l'a utilisé et on l'utilise encore. Néanmoins, aujourd'hui, on est tous engagés, la R&D travaille énormément dessus, chez nous mais chez tous nos confrères aussi, sur quelles sont les alternatives pour demain. En attendant, c'est toujours aujourd'hui la moins mauvaise des solutions et donc on est engagé pour faire moins de plastique et celui qu'on utilise pour le faire mieux. Et vous avez, avec le chat que vous montriez à l'instant, les capsules Le Chat, un très bon exemple, parce que déjà les capsules, comme le disait Virginie tout à l'heure, c'est très concentré. Et donc comme c'est très concentré, ça veut dire que pour chaque lavage, parce qu'on vend des lavages à nos consommateurs, pour chaque lavage que l'on commercialise, il y a besoin de moins de plastique par lavage vendu. Et après, l'avantage de la boîte que vous avez entre les mains, Yves, c'est qu'elle est éco-conçue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette boîte-là, aujourd'hui, celle que vous avez, d'un point de vue consommateur, elle apparaît tout à fait normale, tout à fait classique. Mais en fait, quand vous la touchez, vous le sentez, autour, là, ce que vous avez, c'est un sleeve, mais un sleeve qui est en carton. Donc déjà, du carton, forcément, c'est 100% recyclable et on peut aussi utiliser du carton recyclé. Et après, pour la fin de vie, regardez, sur le côté, vous avez une petite languette là. Vous pouvez enlever le sleeve en carton et en dessous, vous avez une boîte en plastique monochrome, donc très facile à trier, très facile à recycler, qui paraît un peu mou parce qu'en fait, c'est grâce à la cartonnette que vous avez autour que le packaging est rigidifié, mais grâce à ça, on utilise moins de plastique en dessous. Et en plus de ça, 50% de ce plastique qu'on utilise est recyclé. Donc il y a vraiment une éco-conception dès le départ pour utiliser moins de plastique et mieux de plastique. Je salue Jérôme Bonaldi, j'ai l'impression de prendre sa place s'il nous écoute. On va passer au lu napolitain. Alors quelle est la bonne trouvaille? J'ai pris la bonne référence? Alors oui, effectivement, c'est une bonne référence qui montre une de nos actions. Alors celle-ci, elle touche à la réduction de l'usage de nos matériaux, puisque là, sur ce paquet que l'on peut trouver en rayon, on a moins 15% de carton utilisé qui s'inscrit dans une démarche et comme le disait Virginie ou Sandrine, le train est en marche depuis un moment et effectivement depuis à peu près 8 ans, Mondelez a au global réussi à réduire 68 000 tonnes d'emballage au global de son portefeuille. Et là, cet exemple de Napolitain est un bel exemple où on a avec un travail soutenu et la collaboration aussi de certains écoles comme les EPAC avec qui nous avons conclu un partenariat il y a 2 ans, mis à profit un vivier de talents pour réfléchir à diverses solutions. Et là, Napolitain, avec cette réduction au plus juste de l'emballage, sans altérer les propriétés alors déjà gustatives mais aussi esthétiques du produit, réduit le pack à son minimum. Et avec effectivement tout l'impact environnemental que cela engendre derrière. C'est combien de temps de réflexion pour arriver à ça? Alors,
Ça peut paraître étrange, mais alors la réflexion en soi, elle peut être rapide. C'est la mise en place qui peut prendre du temps parce qu'effectivement, comme l'évoquait Sandrine, ça coûte pas mal de fonds, de finances à obtenir. Puis ce sont des machines à modifier. Ces produits sont remplis à des cadences industrielles et donc le moindre millimètre de modifier peut effectivement avoir des impacts assez forts. Et donc, c'est 1 an à 2 ans de travail par produit, j'ai envie de dire. Et alors, quand effectivement le portefeuille que l'on a à travers les différentes marques, Bull, Mika, Côte d'Or, Hollywood, ça peut représenter beaucoup d'heures de travail côté R&D, industriel et toute fonction. Alors, je retourne chez Henkel, le Mir Black. Quelle est l'innovation ? Alors le Mir Black, c'est un exemple intéressant parce que on sait qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de plus en plus de plastique à base de recyclé. Nous, on a un objectif groupe qui est de diminuer de moitié notre sourcing en plastique vierge. Donc, si on veut moins de plastique vierge et qu'on doit continuer à faire du plastique pour l'instant, il faut plus de plastique recyclé. Sauf qu'aujourd'hui, le plastique recyclé, c'est une denrée que tout le monde s'arrache. Et donc, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus aussi du plastique recyclé. Donc, ça veut dire faciliter le recyclage. Et ça, c'est intéressant parce que cette bouteille de Mir Black, vous voyez, c'est tout bête, mais jusque-là, le colorant noir qui est fréquemment utilisé dans le plastique, il est à base de carbone. Et en fait, quand votre bouteille passe sur la ligne de tri, une fois que vos poubelles sont jetées, au moment du tri réel, les capteurs ne sont pas capables de décoder ce carbone. Et donc, du coup, les bouteilles n'étaient pas triées et étaient incinérées, jetées, enfin pas recyclées. Et ça, c'est vrai pour la quasi-totalité des plastiques noirs. Et on a réussi aujourd'hui à utiliser une technologie différente que le carbone, qu'on a intégrée dans le colorant de ces plastiques, qui fait qu'aujourd'hui, les lignes sont capables de détecter qu'il s'agit de plastique et donc sont capables de l'intégrer dans la filière de recyclage. Et alors, je retourne et après j'aurai des questions plus pointues avec Luc Calèche. Là, je crois que c'est des alvéoles, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Là, c'est le parfait exemple de la mise en place de nos objectifs pour 2025, qui est d'avoir 100% de nos emballages conçus pour être recyclables. Sauf qu'au moment où on se parle, nous sommes à 94% de notre portefeuille qui répond déjà à cet objectif-là. Et la boîte de Calèche est un bon exemple puisqu'elle est sur 3 aspects conformes à nos objectifs. Le premier, c'est effectivement l'alvéole plastique qui entoure le film plastique qui entoure cette alvéole qui est simplifié et fait partie maintenant des 94% de films plastiques conçus avec un film le plus simple possible et un plastique le plus simple pour être recyclé lorsque effectivement une filière sera développée ou agrandie, ce qui est pour l'instant peut-être un petit peu le sujet où il faut qu'on travaille et que les institutions nous aident à travailler là-dessus. Deuxième point, l'alvéole. Effectivement, l'alvéole, comme le disait Xavier, est dans la même démarche. On a amélioré la recyclabilité de ce matériau en retirant le noir de carbone, qui était effectivement un élément qui était néfaste dans les centres de tri. Donc à présent, l'alvéole à l'intérieur est transparente comme celle-ci. Qui facilite la recyclabilité du produit. Et enfin, cette alvéole contient du PET recyclé, donc en fait est conçu à partir d'une filière de recyclé qui est effectivement un des axes forts pour Mondelez pour 2025, puisque 5% de nos matériaux plastiques devront contenir du matériau recyclé d'ici maintenant 4 ans. Alors Xavier, dernier produit, Mir Flacon. Alors Mir Flacon, il est intéressant aussi celui-ci parce qu'il montre à quel point on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc celui que vous avez entre les mains, l'avantage qu'il a déjà, c'est qu'il est 100% en RPET. Ça veut dire qu'il est 100% en PET recyclé. Donc évidemment il est recyclable, mais il est 100% recyclé. Et aujourd'hui, là où on va plus loin, c'est que sur une partie de la gamme, et la gamme qui est en l'occurrence notre gamme secret de nature, donc la gamme écolo, on a également à l'intérieur de ce flacon du plastique qui est du plastique
social. Donc on travaille avec Plastic Bank qui permet de faire en sorte qu'on utilise du plastique qui est ramassé sur les littoraux par des populations locales, en Haïti par exemple, ou en Égypte, et en échange de ça, évidemment, il y a rémunération. Donc ça permet à la fois de récolter du plastique qui traîne là où il ne devrait pas être, de le recycler et de subvenir aussi aux besoins de populations moins favorisées que nous. Alors pour tous les deux, une même question. Là, on vient de voir 5 produits. Ma première question, vous êtes des groupes, des multinationales. Ce sont des initiatives françaises ou ce sont des initiatives mondiales? Quel est le pouvoir de la France de faire bouger les choses finalement? Alors, si je peux me permettre, on est tous les deux des gros groupes et on pourrait se dire en quoi la France est un maillon important là-dedans. Il se trouve qu'aujourd'hui, alors que je fais partie d'un groupe allemand, on avait toujours l'image des Allemands qui sont très en avance sur le tri notamment depuis des années et des années. En fait, aujourd'hui, les consommateurs français et aussi toutes les parties prenantes, les Yuka et compagnie par exemple, sont très en avance en France par rapport aux autres pays européens. Donc aujourd'hui, on est plutôt reconnu au sein de la galaxie de Henkel comme le pays qui est en avance sur toutes ces tendances-là, et donc on est perçu comme un laboratoire de ce qui va se passer dans les années à venir en Europe. Donc aujourd'hui, l'initiative vient beaucoup de la France. Après, c'est notre force d'entraînement sur le reste du groupe qui fait que on essaye plein de nouvelles choses avant les autres pays. Mathieu, sur cette question? Oui, effectivement, on n'est pas allemand, mais on est un groupe américain, des leaders mondiaux de l'industrie agroalimentaire. Et la force d'être français, j'ai envie de dire, c'est d'avoir cette sensibilité qui, je pense, à travers les régions, et quand je dis les régions, c'est quand on compare à Nord-América, Latine-América, Asie-Pacifique, il y a effectivement une sensibilité et une avance qui est concrète sur ce sujet et qui fait de notre position pas les pionniers, mais un peu être avant-gardiste là-dessus. Et on a un laboratoire, effectivement, c'est le bon terme, pour avancer sur toutes ces initiatives. Donc, effectivement, être français, c'est significatif, mais c'est surtout être européen qui est important, j'ai envie de dire, parce que moi, en tant que responsable de la R&D pour l'Europe, c'est important que les pays et les marchés s'alignent à un moment, parce que ça va être aussi un vrai sujet en termes de complexité et pour pouvoir fournir des emballages harmonisés. Peut-être c'est un peu idéal, mais en tout cas avec des informations les plus proches d'un marché à l'autre. Justement, c'est une question pour Virginie et pour Sandrine. Je vais vous donner un scoop, la France n'est pas une île. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de compétitivité, notamment à l'export, des entreprises françaises, vu des lois plus contraignantes en France qu'ailleurs notamment? Laquelle veut bien répondre? Tu veux que je réponde? Vas-y. Je commence. Allez-y. Non, en fait, c'est vraiment une vraie question. Et quand on voyait d'ailleurs Mathieu et Xavier ont répondu la même chose, c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique française évidente. Voilà. Et qui est superbe, c'est bien. Alors qui a plein de côtés positifs. Mais par contre, quand on parle réglementation, et c'était un peu le sens de la question de revenir vers nous, quand on parle réglementation, là par contre, une réglementation franco-française est vraiment très compliquée et pas acceptable pour les entreprises aujourd'hui. Je veux dire, on est aujourd'hui dans une réglementation qui doit être européenne. C'est un cadre minimum. Et pour une entreprise grand groupe, mais pas seulement, on pense au grand groupe, mais c'est la même chose pour une PME. Enfin voilà, il faut être dans un cadre européen et ça c'est indispensable. Si chaque pays commence à courir, alors la France première quand même, mais certains autres derrière, et chacun fait sa réglementation, une entreprise c'est absolument ingérable pour elle de mettre ses produits sur un marché commun. Enfin, c'est juste pas possible. Donc en fait, et on pense à plein de choses, mais imaginez même simplement
le packaging, l'étiquetage. Si l'étiquetage n'a pas les mêmes règles à suivre dans tous les pays européens, ça veut dire que chaque entreprise devrait avoir pour le même produit des emballages spécifiques pour chacun des produits. C'est juste ingérable économiquement, c'est une perte de compétitivité évidente et puis ça met les entreprises sous forte pression. Donc non, c'est important que on est fier que la France ait des avancées, etc. Et c'est très bien. Par contre, le cadre européen réglementaire est vraiment indispensable et ça vraiment c'est un appel qu'on fait tout le temps au pouvoir public français qui ont envie de porter des choses, qui ont envie de porter des choses à l'Europe, mais attention, on a un cadre, essayons de faire avancer tout le monde en même temps. Virginie ? Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que le plus gros succès de l'Europe, c'est justement ce marché unique. Donc, préservons-le précieusement. Et puis, je crois que et c'est très bien que la France soit en avance, mais pour avoir un réel impact, il faut qu'on soit 27. C'est-à-dire que la France toute seule, elle est toute petite. Et il faut vraiment entraîner l'ensemble des autres marchés pour avoir un réel impact au niveau mondial. Il faut que ces États membres coopèrent, comme les entreprises peuvent coopérer et dépassent les schémas concurrentiels classiques. On citait Citeo en début de cette table ronde. Il y a en 92, les entreprises se sont réunies pour prendre en charge le devenir de leurs emballages. Et je crois que c'est aussi un exemple très très important. Les schémas concurrentiels classiques sont en train d'être remis en question pour avoir un réel impact. Alors, on a quelques questions d'internautes. Première question, ce sera ou pour Mondelez ou pour Henkel, ou pour les deux. Répercutez-vous le surcoût de ces initiatives auprès des consommateurs ou l'absorbez-vous? Et on va retomber sur les négociations commerciales. Qui veut bien répondre? Alors, mais là où c'est un vrai sujet, c'est que, comme le disait Mathieu tout à l'heure, tout ça, c'est énormément d'investissements. Et donc, des investissements pour un seul pays, c'est compliqué, d'où l'intérêt de marcher ensemble en Europe pour amortir un peu plus ces investissements entre tous les pays. Après, c'est vrai que pour l'instant, toutes ces avancées-là nous coûtent de l'argent. Et nous, on ne fait pas payer aux consommateurs, on fait payer aux distributeurs. Et le distributeur, pour l'instant, n'est pas tellement friand de payer plus cher tout cela. Néanmoins, il faut quand même comprendre que ça a un coût. Donc aujourd'hui, non, les prix, en tout cas dans notre industrie, côté consommateur, ne progressent pas et à l'inverse baissent, puisque effectivement, à cause de la loi AGEC, il y a énormément de promotions. Donc pour l'instant, ça se fait complètement de façon transparente pour le porte-monnaie du consommateur. Et les nouvelles références, de toute façon, participent à la valorisation et généralement, comme l'inflation se calcule à référence comparable, c'est ce qu'on appelle l'inflation masquée, les nouvelles références sont souvent un petit peu plus chères. Je parle pour les nouvelles références, pas pour les ajustements de vous avez raison, oui, c'est vrai. Pour Mondelez, même Mathieu? Oui, je suis sur la même ligne que Xavier. Effectivement, c'est un effort considérable qui se fait pas qu'à l'échelle de la France et à l'échelle d'un continent. Et effectivement, l'effort est proposé à la grande distribution et c'est quelque chose qui rentre dans un tout et on ne modifie pas tout le portefeuille d'un coup non plus, ce sont par touche et par initiative sur l'intégralité de notre portefeuille qui est assez grand. Donc oui, effectivement. Alors une question pour Xavier, pour Henkel. Vos emballages sont en théorie 100% recyclables ou presque, mais les consignes de tri sélectif sont très disparates en fonction de la ville dans laquelle on habite. Certains centres de tri acceptent tous les plastiques, d'autres, comme chez moi, n'acceptent que les plastiques qui ont une forme de flacon. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ? Oui, alors effectivement, on travaille beaucoup avec Citeo, qui travaille sur ces consignes de tri et sur le tri le plus large possible auprès de tout le monde en France. Donc ce qui est vrai, c'est que pendant très longtemps, le plastique
qui étaient recyclables n'étaient que le plastique en forme de flacon. C'est en train d'évoluer à vitesse grand V. Pour tout vous dire, moi j'habite dans la ville d'Asnières dans les Hauts-de-Seine et c'est à partir du 1er juin que tous les plastiques et même les yaourts, ça, les compagnies seront recyclables. Donc ça se multiplie à vitesse grand V. Je crois que c'est à partir de janvier prochain que ce sera la même chose dans toute la France. Pour terminer cette table ronde, je vais revenir vers Virginie et Sandrine. Si vous avez j'ai envie de dire, le mot combat est peut-être trop fort, mais on sait que dans vos rôles, il y a une forme de lobbying auprès des politiques. C'est quoi votre sujet aujourd'hui, entre guillemets, votre combat sur ces sujets-là? Si vous devez donner un exemple, une loi, un article d'une loi. Allez, Virginie. Allez, j'y vais. Non, mais je pense que vraiment, je rebondirai sur le point du cadrage de la réglementation européenne et je prendrai un exemple qui est typique, qui est l'affichage environnemental. L'affichage environnemental aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Alors je vais très vite, je vais laisser Virginie parler, mais quand même l'affichage, ça repose sur des méthodologies d'analyse de cycle de vie. C'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien faire, et donc il y a des méthodologies aussi européennes qui sont développées. Et là, aujourd'hui, et AGEC et la loi climat cherchent à avoir un affichage environnemental qui soit hors des méthodologies européennes, et ça c'est un combat fort, parce que non, il faut, et les entreprises veulent absolument montrer l'impact environnemental de leurs produits, mais dans un cadrage, encore une fois, scientifique et européen. Virginie? Et alors le combat, c'est les délais de mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une volonté politique, hein, et c'est important, mais on est face à des délais de mise en œuvre qui sont parfois pas raisonnables. Je citerai juste l'infotri, puisqu'on parlait de tri, hein. Les entreprises sont censées avoir une nouvelle infotri sur tous les emballages le 1er janvier 2022. On est le 19 mai et on n'a toujours pas le décret. Donc, c'est juste impossible et ça nous occupe beaucoup de temps et d'énergie. Non pas, on ne remet pas en cause l'objectif et le décret, mais il faut laisser aux entreprises le temps de s'adapter et de mettre en œuvre. Et alors Mathieu et Xavier, je vais reprendre la même expression, même si le mot est peut-être trop fort, un combat. Quelle est votre obsession régulière? Est-ce que vous êtes plus sur la recyclabilité des emballages, plus sur l'allègement, plus sur les dépenses carbone CO2? Quel est votre sujet de prédilection à tous les deux? Si je peux commencer. Allez-y. Oui, je dirais que le bilan mental permet de couvrir à la fois la recyclabilité et la réduction d'emballage. Et donc, c'est à travers cette notion que notre combat se situe. Il est vrai que c'est un sujet qui peut être polémique ou ambigu, parce qu'effectivement, il y a différentes manières de mesurer cet aspect-là. Et c'est en maturation, ça évolue. Et je pense que au mois le mois, on voit ce sujet évoluer. Et nous, c'est vraiment sur cette éco-conception, cette notion d'éco-conception qu'on veut vraiment s'appuyer pour faire de responsable, un snacking responsable et un emballage qui intègre toutes les notions pour aller dans la bonne direction. Et donc, ça passe par la réduction, ça passe par améliorer la recyclabilité et ça comprend aussi l'impact environnemental. C'est vraiment un chapeau. Xavier? Oui, de notre côté, les priorités, c'est cette démarche d'amélioration continue en fait. Hein. On est une entreprise qui fait des produits chimiques, hein, donc forcément, entre le plastique qu'on utilise et les formules, on pourrait se dire qu'on est un gros ennemi de tout ce qui va dans le sens du mieux pour la planète ou du mieux pour la santé, et pourtant c'est vraiment là-dessus qu'on travaille énormément ces temps-ci. L'emballage, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et on a aussi développé les outils qui sont en open source, hein, donc disponibles pour tout le monde, et y compris nos concurrents. Hein. Virginie disait que les lignes changeaient un petit peu, la concurrence changeait un petit peu. Aujourd'hui, il y a différents outils
d'évaluation de la recyclabilité qu'on partage, qui sont disponibles pour tous. Ça, c'est aussi le changement de mindset. Et après, en termes de formules, on travaille énormément en ce moment. Hein. Vous avez entendu tous les sujets qui courent sur la venue prochaine d'un Toxiscore, etc. Évidemment, c'est des choses qu'on a pu voir dans l'alimentaire, qu'on a vu dans le cosmétique ces dernières années, qui vont nécessairement arriver sur nos marchés très prochainement. Et ça nous force, et c'est une bonne chose, à adapter beaucoup de choses dans nos formules. Et comme la recherche avance en parallèle et qu'on découvre que certains ingrédients sont plus ou moins problématiques mois après mois, on essaie de s'adapter avec le meilleur jeu de jambes. Alors j'ai une question qui vient d'arriver là à l'instant pour Mondelez. Bonjour, je crois que Mondelez a un projet de traçabilité lié à la blockchain. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, je ne pense pas être forcément la bonne personne pour répondre à ce sujet. Effectivement, il y a tout un travail de transparence et de traçabilité qui, comme le disait Xavier, est évident si à un moment on veut maintenir la confiance de nos consommateurs. Donc c'est quelque chose, moi, en tant que R&D Europe, auquel je contribue, mais pas que pour la France, pour l'ensemble des pays. Après, sur le programme précis, côté France, je ne serais pas à même de donner des délais et des timings, mais au global, effectivement, dans la démarche, c'est quelque chose sur lequel on travaille intensément. Mais Virginie et ou Sandrine, la blockchain, moi personnellement, j'y crois fortement. Je pense que c'est une solution franchement d'avenir. Il y a déjà beaucoup d'essais dans le monde des PGC. En revanche, j'ai toujours du mal à croire que l'emballage va tout porter, tous les logos, tous les labels, toutes les indications. Quel est votre regard sur cette surenchère de logos imposés, de labels? Le pauvre petit carambar, il ne pourra pas tout porter, hein. Tu vas pour le carambar et puis Oui, alors sans entrer dans le détail de la blockchain, mais qui est une technologie parmi d'autres et qui est intéressante néanmoins pour la partie traçabilité, donc qui est quand même un sujet essentiel aujourd'hui pour les entreprises, c'est-à-dire pouvoir tracer l'ensemble de leur ligne et pouvoir remonter jusqu'à le produit. Donc ça a beaucoup d'implications simplement en termes d'information des consommateurs, mais aussi en termes de sécurité pour tracer les retraits rappels, hein, par exemple. Donc vraiment la traçabilité des produits, c'est essentiel. Donc blockchain ou pas blockchain, j'ai envie de dire, c'est un problème. Il y a un problème à résoudre et c'est une façon de le résoudre, mais voilà. Par contre, évidemment, le problème, c'est de tout vouloir mettre sur le packaging et aujourd'hui, on a une surenchère. C'est-à-dire que tout à l'heure, on évoquait l'éco-score on ne l'a pas évoqué, mais on parlait de l'affichage environnemental. Donc aujourd'hui, il y a des applications telles que Yuka qui ont l'éco-score. Bon, là, c'est en application, mais on va être obligé de le mettre ensuite. L'affichage environnemental, il est demandé aujourd'hui qu'il soit sur le packaging. Or, il y a un moment, et c'est vraiment, quand on parlait de combat, il y a un combat aussi qui est derrière ça, c'est qu'on ne peut pas tout mettre aujourd'hui sur le packaging. Alors pour les produits alimentaires, il y a le Nutri-Score qu'on a déjà, il y a des labels, il y a une volonté aussi d'expliquer aux consommateurs que le packaging il est recyclable, donc il pourrait y avoir des scores de recyclabilité. Enfin, si on fait l'ensemble des l'affichage environnemental, la recyclabilité, le Nutri-Score, l'éco-score, etc., vous imaginez à la fin, comme vous disiez, le carambar, il ne va pas tenir, quoi. Donc, on n'a pas envie, en réalité, même en tant que consommateur, on ne veut pas avoir tout ça parce que de toute façon, au moment de l'acte d'achat, trop de logos, ça ne vous aide plus au choix. Or, quel est l'intérêt quand même d'un logo à la base? C'est donner une décision éclairée au consommateur. Et là, il y a un moment, en fait, il est noyé dans l'information. Et donc, ce qui est important de trouver, c'est des moyens de dématérialisation pour que les consommateurs puissent avoir accès à ces informations, mais de manière dématérialisée et hors du packaging. Sans parler de ceux qui voudraient qu'il y ait tous les ingrédients sur le packaging. Là, il faudra bientôt dérouler le packaging pour... etc., sachant qu'une recette, c'est quand même beaucoup d'ingrédients. C'est une somme d'ingrédients. Virginie, sur cette question. Même analyse. En fait, je crois que ça rassure tout le monde, hein. Ça rassure les pouvoirs politiques, les associations de consommateurs de dire on va tout mettre sur l'étiquette. On sait, nous, on a fait des études pour les produits d'entretien, il n'y a que 16% des consommateurs qui lisent les étiquettes et quand ils les lisent, ça dure quelques secondes. Et en général, ils cherchent une information précise. Donc,
il faut absolument qu'on évolue vers une digitalisation d'un certain nombre d'informations. Il y a une grande majorité des consommateurs qui utilisent Yuka et d'autres applis. Je pense que le consommateur est prêt et le consommateur est en avance sur les pouvoirs publics et donc il faut absolument qu'on puisse pouvoir proposer ces solutions aux consommateurs qui donnent une information beaucoup plus riche, beaucoup plus sélective. Le consommateur pourra choisir ce qu'il cherche et ça permettra d'avoir des emballages plus faciles à appréhender avec les informations indispensables. Bon, le numéro du centre antipoison, effectivement, il faut que ça soit sur l'étiquette. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment ce travail de réflexion à faire. Mais pour terminer, juste une question pour tous les quatre. Je vous demande un petit exercice. Est-ce que j'ai tort ou pas ? J'ai l'impression, c'est juste mon avis personnel que je partage avec moi-même, comme on dit, que tous ces labels, tous ces systèmes de notation, c'est effectivement demandé par les consommateurs, c'est indispensable, la transparence est nécessaire. Je pense qu'elle sera plus digitale que sur le packaging, mais je pense que pour l'instant, ça a surtout fait bouger du côté des industriels plus que des consommateurs. Je rebondis sur votre 16%. Je pense qu'effectivement, il y a une course aux industriels pour être bien notés. Donc j'ai l'impression que tous ces systèmes de notation, que ce soit obligatoire, Nutri-Score, même si ce n'est pas obligatoire Nutri-Score, ou ces applications sur Internet, ont eu un fort impact sur les industriels, et à la limite c'est une bonne chose, et pas autant qu'on veut le dire auprès des consommateurs. Je dis une erreur ou pas ? De mon point de vue, non. Je pense que, alors nous, on n'a pas encore expérimenté le système du Nutri-Score, donc on a un peu moins de recul que l'alimentaire, mais je pense effectivement que ces systèmes d'information et de notation sont bien sûr un stimuli pour les entreprises pour innover. Et entre guillemets avoir des scores verts ou des bonnes notes. Et c'est intéressant dans notre secteur. Il y a beaucoup de startups qui sont en train de se lancer depuis 2-3 ans, je dirais, avec des produits très très innovants, très très verts. Et pour moi, c'est aussi un signe de dynamisme et de bonne santé de ce secteur parce que même si elles ne pèsent pas lourd en termes de part de marché, elles sont un stimulus important pour l'ensemble du marché et les grands groupes. L'un d'entre vous veut-il compléter la réponse de Virginie ? Non ? Pas de complément ? Non, je peux reboucler sur ça, mais ce qui est vraiment, je pense qu'en effet, la dynamique derrière l'information et cette volonté d'information des consommateurs, même si elle est demandée, je suis assez d'accord que finalement, elle n'est pas du tout utilisée au point que l'on dit, et qu'en effet, pour les entreprises, c'est aussi une forme de moteur, mais même si encore, et là je reparle par exemple du Nutri-Score, en fait, les recettes ne sont pas... D'abord, une recette, ça ne se modifie pas comme ça. C'est quand même compliqué, une recette à être modifiée. Donc, non, en fait, il faut aussi penser que les entreprises sont déjà dans une dynamique d'amélioration de leurs recettes, etc. Donc, je pense que c'est un mouvement qui va dans le même sens, simplement. Donc, est-ce que c'est un stimuli ? Oui, probablement, parce qu'il y a quand même une couleur qui peut être associée à une marque, et donc ça peut quand même faire prendre conscience, etc. C'est évident. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises, elles ont leur propre dynamique, et elles ont déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, elles ne découvrent pas ces demandes-là, et elles ont déjà mis en place des améliorations, etc., et qui peuvent trouver un écho dans ces notations. Après, la problématique des notations, c'est qu'elle est simplissime et les consommateurs veulent des informations simples, mais en allant un peu trop à la simplicité, finalement, on passe quand même beaucoup à côté on peut passer à côté de beaucoup de choses qui peuvent être essentielles pour différencier des marques. Bien, merci à tous les quatre. Je pense qu'on pourrait poursuivre cette conversation pendant des heures, tellement le sujet est intéressant, passionnant. Pour terminer, je vais juste dire merci à tous les intervenants et vous rappeler 2 dates.
Le 16 juillet, vous pouvez déposer tous vos dossiers pour le trophée La Conso s'engage jusqu'au 16 juillet. Et le 30 septembre, on y croit, on pourra se réunir, on aura oublié le Covid, tout le monde sera vacciné, je croise les doigts, et on aura une superbe soirée La Conso s'engage. Il y a beaucoup d'initiatives. Il faut les valoriser, déposer des dossiers, ça va dans le bon sens, on y croit, vous y croyez. Donc merci, rendez-vous le 30 septembre pour la soirée La Conso s'engage et rendez-vous tout simplement tous les jours sur le site lsa.fr. Merci et à bientôt.